bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Christophe Mazola, je suis expert en cybersécurité. Et je suis le consultant, fondateur du site osinstarter.com. Alors, la cybersécurité est un domaine vraiment intéressant. Chaque jour, je découvre qu'en fait, je ne sais rien. Cette phrase, je vous la laisse, c'est cadeau. C'est un constat que nous nous sommes faits au cours de ces dernières années et pour laquelle je me rends compte que la cybersécurité est un monde à part entière qui mérite d'être découvert et qui est un monde à découvrir. Et on va essayer de vous ouvrir les portes de ce monde. Et donc, dans la cybersécurité, la première question que je me suis posée sur ce TED, qui est le thème Explore ton monde, c'est de quel monde on parle? Est-ce qu'on parle du réel ou du numérique, de fait de notre spécialisation? Et donc, la première question qui nous est venue, de quelle identité disposons-nous dans la vie? La première, c'est l'identité réelle. Je m'appelle Christophe Mazola. Et pour moi, je souhaiterais parler justement de l'identité numérique, qui est l'ensemble d'attributs que vous laissez sur Internet quand vous vous connectez ou quand vous inscrivez un site Internet. Typiquement, pour moi, c'est le consultant. On me connaît sous cette identité-là. Et je l'ai créé justement pour ne pas avoir d'impact dans la vie réelle. Et justement, cette question nous soulève le fait de est-ce qu'un impact une action dans le numérique a un impact dans la vie réelle? Et la réponse est évidemment oui. Ça peut être quelque chose de négatif malheureusement. Ça peut être des informations que l'on voit qui peuvent heurter la sensibilité des personnes, mais également des campagnes de cyberharcèlement. Pour le cyberharcèlement, il y a un outil qui est formidable, qui a été mis en place par le gouvernement, qui est la ligne verte 3018. Et concernant les informations délictuelles, je sais que tu as une plateforme que tu aimes profondément. Absolument, pour l'identité numérique et pour vous protéger en cas de menace cyber, vous pouvez toujours vous connecter sur Pharos, qui est un site du gouvernement et qui vous permet justement de dénoncer toute conduite délictuelle qui pourrait mettre à mal votre identité numérique et éventuellement impacter votre identité réelle. Je vois qu'un bébé est d'accord avec nous. Notre domaine, donc, c'est la cybersécurité. Et ce n'est pas seulement la manière dont ce qu'on appelle les bad guys, les hackers agissent au quotidien, mais c'est comment nous, ce qu'on appelle les good guys, ou pour quelqu'un comme le consultant, les personnes un peu plus neutres, agissent au quotidien et sont dépendants de ces outils numériques. Car au final, nous avons, ces dernières années, accepté d'utiliser des outils numériques et de leur donner un certain nombre d'informations sans pour autant armer la population des dangers de l'utilisation de ces outils. À une époque où Internet n'est pas encore développé, protéger son identité était assez facile. Aujourd'hui, dans un monde où on est dans une connexion permanente, ce risque qui était à un niveau acceptable par le passé ne l'est malheureusement plus du tout et devient très compliqué. Et c'est véritablement cette notion de risque acceptable qui est le plus important dans notre métier. Et hop là, on va changer de slide. Et effectivement, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Absolument. Tous dans le cadre justement de vos vies personnelles, tout comme dans vos vies professionnelles. On doit faire absolument attention à tout ce qui concerne le domaine cyber. Je suppose que la plupart d'entre vous reçoivent souvent des campagnes de prévention sur leur lieu de travail, des mails qui vous poussent justement à contrôler qui sont les expéditeurs des mails que vous recevez. On vous demande de faire attention sur les liens sur lesquels vous cliquez, des informations que vous laissez sur Internet, de faire absolument attention à tout. Et effectivement, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas le but non plus de se dédouaner, mais on peut le voir également que des actions dans le numérique qui concernent du hacking a des répercussions dans la vie de tous les jours. On peut le voir, ça fait la une des journaux. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, on a appris cet après-midi que le ministère de la Justice en France s'est fait pirater. Il y a quelques jours, c'est une prison qui s'est fait pirater et le réseau numérique a été complètement mis à mal. Et un impact dans le réel a été que les prisonniers ont dû rester à l'isolement dans leurs cellules pendant près d'une semaine car leurs caméras de surveillance ne fonctionnaient absolument plus. Et un peu plus loin dans le temps, c'était l'été dernier, vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Colonial Pipeline. C'est un prestataire qui distribue du pétrole pour les stations essence et les aéroports aux États-Unis. Un type d'attaque qui s'appelle, avec un logiciel malveillant qui est un ransomware ou un rançongiciel pour la version francophone, a malheureusement impacté la distribution de pétrole sur toute la côte est des États-Unis et des personnes qui n'avaient pas Internet étaient malheureusement impactées par une attaque qui était bien fondée dans le numérique.
Et donc, la question qui vient à l'heure actuelle, c'est comment se protéger du numérique dans le monde réel? Eh bien, comme je disais précédemment, en sécurisant vos données, en évitant de trop en dire. Je sais que ça peut paraître un peu étrange parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère du paraître, où tout le monde poste constamment, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Tout le monde poste des informations qui peuvent paraître anodines, mais qui peuvent permettre à certaines personnes qui sont malveillantes d'accéder à tout ce que vous voulez garder caché. Typiquement, je ne sais pas, vous postez une photo de votre chien avec son nom, il se trouve que le nom du chien est le mot de passe de votre boîte mail. Votre boîte mail qui est renseignée sur votre LinkedIn, on accède à votre boîte mail, on vous vole votre identité. Et ça peut paraître anodin également, un vol d'identité en ligne. Un vol d'identité en ligne peut avoir de forts impacts dans le réel. Exactement. Votre adresse mail est la porte la plus vulnérable vers votre identité. Et il faut la protéger comme on protège un coffre-fort. Il y a une analogie que j'aime beaucoup qui est celle de la clé passe-partout. Est-ce que vous assumerez de, par exemple, utiliser la même clé pour tous les biens qui sont les plus importants dans votre vie, voire pire, en utilisant un mot de passe qui est, on va dire, très faible ou qui peut être réutilisé sur d'autres sites? Est-ce que vous accepterez de donner cette clé à des inconnus ou à des hackers à libre disposition? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut vraiment sortir du spectre du numérique pour se rendre compte que, le comportement que vous n'adoptez pas dans la vie réelle, malheureusement, vous l'adoptez dans le numérique. Mais quand on parle de se protéger, il est aussi nécessaire de savoir de qui on doit se protéger. Et pour ça, il y a 6 types de hackers. Et on va commencer par le premier. Je pense que vous connaissez bien cette image. C'est un peu le cliché du hacker comme on peut le voir dans les séries télévisées ou dans les films au cinéma. Personnellement, je ne sais pas toi, tu es peut-être un peu le mauvais exemple du coup, vu que tu es caché. Mais en tout cas, je connais très peu de gens qui, derrière leur ordinateur, ont une capuche sur la tête. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Et donc, ce type de hacker, on appelle ça des loups solitaires. Ils ne sont généralement pas intéressés par l'aspect financier, mais uniquement par le challenge intellectuel. Donc, à titre personnel, ce n'est pas forcément ce type de hacker que vous allez rencontrer dans la vie de tous les jours. Vous allez peut-être reconnaître la deuxième image. Il s'agit du groupe Anonymous, qui est un des groupes d'activistes les plus connus à travers le monde. Et quand je parle d'activistes, c'est le mot valise entre hacker et activiste. Ces gens-là ne sont pas à la recherche de gains financiers. Ils sont là uniquement pour détruire la réputation de leurs victimes. Et là, maintenant, on va passer à ceux qui cherchent l'argent et l'argent facile. Une fois de plus, ça va être très cliché, mais je ne connais pas des hackers qui sont comme ça derrière leur smartphone ou leur ordinateur. Mais c'est ce qu'on appelle des petites frappes, des bandits de grand chemin qui vont chercher l'aspect financier le plus rapidement possible. Et si vous avez un minimum de protection, ils vont se dire « Ok, on passe à autre chose ». Le rapport de travail et de rentabilité n'est pas intéressant. Et là, on va passer dans un domaine que tu aimes bien, les businessmen du hacking. Absolument. Ceux qui créent des groupes qui clairement servent à mettre en place des outils de service. Des outils de service pour rendre des services sur Internet. Le groupe qui a aujourd'hui piraté le ministère de la Justice se réclame de ce genre de groupe. Exactement. Pour extorquer des cibles, qu'elles soient individuelles, ce qui est très rare, mais surtout gouvernementales et des entreprises. Il faut savoir que maintenant, la plupart de ces groupes de hackers sont de vrais business, travaillent avec des entreprises, des façades d'entreprises qui sont bien ancrées dans le réel et qui fournissent donc des services de hacking payables à la prestation. Et on va continuer et on va encore partir sur un cliché, c'est le cliché de la mafia. On connaît tous la mafia à l'italienne avec les costumes, les chapeaux. Eh bien en fait, la mafia traditionnelle est également présente sur Internet, grâce effectivement à l'appât du gain financier conséquent qu'ils peuvent en tirer de par leurs activités. Et enfin, la dernière qui, à titre personnel, je pense aucune chance que ça puisse arriver. Non. Ce sont ce qu'on appelle les Nation State Warriors. Ce sont littéralement une armée de cybercriminels et de cyberguerriers qui sont à la disposition des différents gouvernements, avec en tête bien évidemment la Chine, la Russie et les États-Unis, mais quasiment tous les pays ont ce type de hackers à leur disposition. Mais je pense que toi, te connaissant, tu as d'autres personnes en ligne de mire. Moi, personnellement, non. C'est plutôt... Tu es plutôt une méfiance envers tout le monde. Oui, voilà. Disons que la cybersécurité, pour moi, c'est le fait de me méfier d'un peu tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se faire des amis sur Internet, mais je ne considère pas les gens d'Internet comme des amis. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme ça.
Mais Pourtant- une personne qui aujourd'hui... Pourtant, on s'est rencontrés sur Internet. Absolument. Mais une personne qui est aujourd'hui, comment dire, qui est considérée aujourd'hui comme un ami peut devenir demain un ennemi et se servir des renseignements qu'on lui a donnés pour nous causer du tort sur Internet. D'où le fait que tu sois masqué ce soir. Absolument. Et donc maintenant qu'on sait de qui on doit se protéger, on va prendre un exemple. Bon, je vous rassure, c'est un slide qui est bien dans la présentation, c'est normal, ce n'est pas mon courrier personnel. Donc ici, nous avons un courrier de la banque et assurance Carrefour. Vous avez très certainement dû recevoir des mails, on va dire similaires. C'est typiquement ce qu'on appelle une campagne de phishing et pour le terme français, hameçonnage. On est en France, on va parler français quand même. Et donc cet email, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en recevoir et quel est votre comportement que vous adoptez lorsque vous recevez ce type d'email, mais il est très important de prêter attention à chaque détail dans ce type de communication. Ça peut paraître très bateau affiché comme ça, mais je vous garantis, en fin de journée, quand vous êtes fatigué, que vous avez passé votre journée au téléphone ou derrière un écran d'ordinateur, il est très facilement, ça arrive très facilement que vous puissiez cliquer sur un lien et remplir toutes les informations sans que vous vous rendez compte. Et donc, quand vous avez ce type de mail en face de vous, il y a plusieurs informations très rapides que vous pouvez récupérer qui vous font dire que non, cet email n'est pas légitime. Est-ce que tu as quelques exemples à donner sur cet email, par exemple? Les fautes d'orthographe. Ensuite, la disposition, le logo qui n'est pas conforme. Il y a l'adresse mail également. L'adresse mail également qui n'est pas conforme. Je vous recommande également, lorsque vous recevez ce genre de mail, de chercher le nom de la personne sur Internet. Souvent, ce sont des personnes qui sont totalement inventées. Et si vous n'avez pas de compte banque et assurance chez Carrefour, d'avertir la personne si la personne existe. Car justement, c'est via des campagnes de ce qu'on appelle de scrapping, où on recense les noms des personnes qui travaillent dans une entreprise, où on recense le nom des personnes qui travaillent dans une entreprise, que l'on peut justement créer ce genre de mail-là. Prendre le nom de Véronique Rottier. Et en fait, quand vous faites les recherches sur Madame Rottier, vous vous rendez compte que d'un, elle ne travaille absolument pas chez Carrefour, mais de deux, il y a énormément de sites qui recensent cette arnaque. Et il y a également plusieurs arnaques à son nom, et pas seulement du côté de Carrefour. Mais il y a aussi le fait que cet email n'est pas personnalisé, c'est-à-dire que si c'est votre banque, elle ne vous appelle pas chère cliente, cher client, elle vous appelle par votre nom et votre prénom. Et généralement, quand une carte est bloquée, vous avez un coup de fil du banquier. Et donc par la suite, il y a un autre vecteur qui est très important, c'est la gestion des mots de passe. Je vous rassure, je donne beaucoup de conférences en entreprise et de mon expérience, personne n'aime les mots de passe. Et je pense que c'est également votre cas dans l'assistance. Et bien, malheureusement, à l'heure actuelle, on doit toujours s'y faire et il y a un minimum de choses à savoir sur les mots de passe. La première, c'est quand c'est possible, 14 caractères minimum. Souvenez-vous, plus c'est long, plus c'est bon. Malheureusement, ça s'applique aussi pour les mots de passe. Il y a également au moins 3 types de caractères. Il y a 4 types de caractères différents entre les majuscules, les minuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Il en faut au moins 3 sur 4. Pourquoi ces deux actions? Car au plus le mot de passe sera long et complexe, au plus ça sera difficile à pirater. Troisième point, c'est ne jamais réutiliser son mot de passe. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est comme donner une clé passe-partout pour toutes vos serrures. Quatrième point, un exemple. Avec TEDx, on se sécurise 13 points d'interrogation. Ça peut paraître très anodin comme ça, mais avec un mot de passe de ce type, vous êtes entièrement sécurisé. Bon, ne l'utilisez pas celui-ci, mais au moins vous avez un exemple. Et enfin, les 2 derniers points, activez la double authentification quand cela est possible, et on va éviter l'authentification biométrique, donc avec votre empreinte digitale ou avec votre face. On en reparlera d'ici la fin de ce speech. Et à la fin également, utilisez un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Absolument. Est-ce qu'on a tout dit? C'est surtout sur le réseau maintenant. Oui. Et donc, mais juste un petit bémol par rapport à ce gestionnaire de mots de passe. Ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un logiciel sur votre ordinateur. Si par exemple vous notez, et je sais que ça peut paraître confus, mais par exemple si vous prenez un cahier, un stylo, que vous notez chacun de vos mots de passe et que ce cahier est enfermé dans un coffre à double tour ou dans votre secrétaire, là on arrive à un niveau de risque acceptable une fois de plus parce que personne n'aura accès à ce secrétaire à part vous. Ça sera toujours plus efficace qu'un fichier Excel. Conscience et conséquences. C'est justement un peu le but de ce TED, c'est que les gens n'ont pas conscience des conséquences qu'il peut avoir derrière
derrière les traces qu'on laisse sur Internet et en termes de cybersécurité. J'ai une analogie que j'aime bien, il faut savoir être préparé, c'est l'analogie de la coupure de courant. Vous avez tous vécu une coupure de courant, je présume, au moins une fois dans votre vie. Et être préparé, c'est être le voisin qui va avoir des bougies et des lampes torches chez lui et pas le voisin qui va aller taper chez son voisin de palier pour demander des bougies et des lampes torches. Et là, on va continuer un peu plus. Voilà, on parlait justement des droits que vous donnez à des applications, à des sites internet comme Facebook ou Twitter, et notre cher ami qui est spécialiste dans ce domaine va pouvoir en parler. Ici, on a une application smartphone qui vient d'Android qui permet de voir les permissions que vous donnez à une application. Et toutes ces applications que vous installez, vous donnez des droits dessus. Et si on regarde la liste, qu'est-ce qui te choque, toi, dans cette liste ? Que l'application demande le droit d'accès au contact et à la caméra. Alors que... Entre autres. Caméra, demande également de modifier les settings de votre téléphone. Et tout ça, on parle quand même d'une application qui simplement modifie l'aspect de la lumière de votre flash. Et pourtant, plein de personnes l'ont installé. C'est un exemple bien connu. Beaucoup de personnes l'ont installé et pourtant, vous donnez le droit d'accéder à l'entièreté de votre smartphone. Et donc, comment évoluer ? Évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire évoluer et faire de vous des professionnels de la cybersécurité. Car vous pouvez le devenir sans pour autant être des spécialistes de la cybersécurité. Et je vous invite ce soir à faire la liste chez vous de toutes les applications que vous utilisez et tous les droits que vous donnez à ces applications. Ça peut être très intéressant de ce que vous allez trouver. Et là, je vais laisser la parole à un de mes amis. On parlait de traces qu'on laisse sur Internet. Il y a un exemple très connu et je vais le laisser rentrer dans les détails. Absolument. C'était justement dans le cadre où une personne s'amusait à faire du cyberharcèlement et pensait qu'il était totalement anonyme. Un jour, il s'est mis à poster sur son compte Instagram des photos de lui, dont cette photo. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il avait des lunettes de soleil et que j'ai zoomé sur ses lunettes de soleil, que j'ai fait une capture. Et, via les renseignements qu'il donnait dans ses posts précédents, indiquant qu'il était dans une ville spécifique, dans un pays spécifique, j'ai pu retrouver l'emplacement exact. Et on arrive là-dessus, sur l'emplacement exact. Sur l'emplacement exact, où il se baladait d'hôtel en hôtel, pensant qu'il était totalement anonyme, qu'il pouvait harceler impunément les gens. Donc les autorités ont été averties juste après ça. Merci à vous, c'est fini. Merci.